Bienvenue dans PAF. PAF, vous le savez, c'est cette émission où on débat de l'actualité avec un sommaire chargé. On parlera des propos de Christian Estrosi sur la 5e colonne islamiste. On parlera peut-être du nouveau nom de l'UMP. On en avait déjà parlé, mais visiblement, ça passe moins facilement que ne l'espérait Nicolas Sarkozy. Peut-être des primaires qui auront lieu à l'UMP, mais qui n'auront peut-être pas lieu au Parti socialiste. On parlera aussi des bateaux de migrants qui coulent en Méditerranée. On parlera de l'éducation. Est-ce que s'agit du massacre des innocents, comme le dit le journal Marianne, ou alors est-ce que, comme le dit Najat Vallaud-Belkacem, personne n'a rien compris à la réforme des collèges? On reviendra sur le conflit entre les restaurateurs, les hôteliers et Booking.com, puisqu'il y a de nouveau dans l'affaire, et Jean-Luc Madec nous en parlera. On parlera aussi de football et des mairies tenues par le Front National, celle de Mantes-la-Ville notamment, qui a supprimé les subventions aux clubs de football. Pour parler de tous ces sujets et de quelques autres encore, Jean-Luc Madec, bonjour. Bonjour Patrice. Donc on reparlera avec vous de avec plaisir, les choses évoluent en plus. Les choses évoluent. Florence Mercadet, bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Versailles. Moustapha Larbaoui, bonjour. Bonjour. Toujours à la pharmacie et le club de Trappes. Et vous êtes allé voir vos collègues de Mantes-la-Ville. Oui, moi je suis allé sur le terrain en fait. Je vous Sur le raconterai terrain ça tout à l'heure. Vous raconterez voilà, combien c'est important peut-être d'avoir des subventions quand on est un club de football. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas venu pendant quelques temps et voilà. vous avez beaucoup manqué, les téléspectateurs. Mais vous aussi, vous nous avez manqué. Antonin Moulard, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors voilà, vous êtes un peu en vacances puisque vous êtes étudiant, mais vous êtes là quand même, ce qui est très bien, comme Sephora Namadi. Bonjour Patrice. Ça va bien? Ça va. Bon, toujours en vacances aussi, mais toujours en vacances et un peu au travail aussi. Oui, en stage, enfin, je dirais plus qu'en vacances. Oui, vous êtes en stage dans une très très bonne maison, par exemple. Oui, c'est vrai, je la recommande. Et Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Éditeur des éditions Lajoigny. Voilà. Et vous avez travaillé, non pas à Marianne, mais vous avez travaillé avec Jean-François Kahn pendant longtemps. Peut-être avant d'aborder les sujets dont j'ai parlé, est-ce qu'il y a des sujets dans l'actualité qui vous ont frappé? Je crois que, par exemple, la taxi girl de l'INA, Madame Saal, qui a été obligée de démissionner, ça vous a interpellé? Oui. J'ai trouvé ça mais inimaginable, absolument, ces dépenses somptuaires de taxi. Bien que c'est vrai que si on les 40 000 euros de taxi en 10 mois, si on les rapporte, ça fait 4 000 euros par mois, ça fait par semaine. Ça fait quand même du kilomètre. Hein. Non, bon, ça veut dire quand même, je crois qu'il y a quelques sites qui ont calculé qu'elle avait passé quasiment 43 jours en taxi. Ça, 43 jours et 43 nuits. Voilà, 43 jours et 43 nuits, quand on est censé diriger un truc comme l'INA. Et qu'on a un chauffeur. Moi, je dis, mais que faisait-elle? Donc, non, visiblement, c'est un peu curieux. Moi, ça appelle surtout un commentaire au-delà de la situation grotesque de ce personnage, enfin, qui ne s'est absolument pas rendu compte. 40 000 euros pour beaucoup de gens, c'est un salaire mirobolant déjà. 40 000 euros par an et 40 000 euros rien que de taxi. Enfin, c'est une situation quasiment pré-révolutionnaire pour plein de gens. Les gens vont se dire, attends, on se moque de nous. Quoi. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut en même temps peut-être se méfier un tout petit peu de ce que la presse peut dire, parce que on s'aperçoit qu'on avait reproché beaucoup de choses à Mathieu Gallet, à Radio France. Il paraît être lavé de tout soupçon sur les dépenses de son bureau, donc le mal a été fait, mais visiblement il est quasiment. C'est ça, on accuse beaucoup. Voilà, et après, il est quasiment pour rien dans cette affaire. Thierry Lepant. Voilà. Alors Thierry Lepant, on en avait un petit peu parlé. Je suis un peu revenu parce que lui, il a été lavé de tout soupçon, mais lavé de tout soupçon par qui? Par la CGT. Donc là, c'est un peu suspect. Donc c'est quand même un peu curieux. C'est comme si à Nuremberg, enfin les nazis Non mais une chose étant égale, comme on dit. Non, mais bien sûr, ce que je veux dire, c'est curieux de s'auto. Non, mais il y a peut-être une commission d'enquête à la CGT. Enfin, visiblement, c'est pas lui qui avait ordonné les travaux. Je préférerais que Thierry Lepant soit lavé de tout soupçon par des gens qui n'ont rien à voir avec la CGT. Voilà, c'est pour ça qu'il y a encore un petit soupçon d'innocence pour cette dirigeante de l'INA. C'est vrai qu'il faut faire attention aux informations qui nous arrivent, mais c'est vrai que sur le cas de l'INA, ça a été établi par une commission. Donc, enfin voilà. Oui, puis ce qu'on lui reproche, c'est surtout qu'elle ait communiqué le numéro de réservation des taxis à son fils, qui en a pleinement profité. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire 40 000 km toute seule. Voilà. Oui. Mais 40 000 euros, en tout cas. Surtout quelqu'un qui s'est pointé après Mathieu Gallet, parce qu'elle succédait à Mathieu Gallet, l'actuel patron de Radio France, en disant « Moi, je serai
Ce sera une gestion janséniste. Absolument. Elle s'était engagée à On ne n'ose pas pas, dépenser de on n'ose deniers pas pour rien. imaginer ce que ça aurait été s'il était arrivé sans prévention, sans rien dire. Là, on serait à 200 000 euros de taxi, 400 000 euros de nuit d'hôtel. Mais est-ce que ça pose, je sais pas, ça pose pas un problème? Au fond, les gens qui sont chargés de gérer des institutions publiques, est-ce qu'ils sont aussi soigneux, aussi c'est clair. Je rejoins Jean-Charles dans ce qu'il dit. Il y a une distance qui s'est créée entre la société et ces gens-là. Je parlais d'aristocratie et je pense que c'est de ça dont il s'agit. Et ces gens ont perdu la conscience du réel et c'est extrêmement grave. Ce qui est également à noter, c'est l'obsession de la presse à aller lever tous ces sujets. La presse, je vous le rappelle, n'est pas autre chose que le miroir grossissant de notre société. Et cette action permanente de la presse et de la presse grand public en plus, d'aller montrer du doigt ces événements est significatif probablement d'une modification sociétale importante qui est en train de s'accélérer. Et tant mieux pour tout le monde. D'autres commentaires sur ces sujets? Alors, moi, Non. juste la dernière chose, c'est qu'elle a démissionné de l'INA, mais elle va retrouver un boulot tout de Oui. suite. C'est ça qui est incroyable. Elle est haut fonctionnaire. Voilà, ce sont quand même des postes et des choses où, quelle que soit la nature, on peut parler de délit, enfin, il n'y a pas de sanction. Elle va retrouver, elle est payée à la fin du mois quand même, et puis voilà. Elle va Non, parce qu'il n'y a pas de délit à dépenser trop d'argent pour les taxis. Enfin, je suppose, c'est de la mauvaise gestion, mais enfin, Oui, c'est pas non, une. enfin, C'est pas une. il n'y a pas de sanction. Il y a pas de Christian sanction. Blanc, en son temps, était tombé pour des cigares. Oui, absolument. Rappelez-vous. Alors que c'était un bonhomme qui avait quand même été la locomotive du Grand Paris. C'est assez fou qu'on tombe pour des trucs pareils. Mais en même temps, Il y a Aquilino Moral pour les Aquilino Et Moral ça- pour son ça tireur de ressemble un peu. chaussures, Voilà, c'est voilà. trois affaires qui se ressemblent un peu, c'est-à-dire que comment des gens se coupent à un moment des réalités de telle façon que voilà, il faut un peu n'importe mais vous avez vu à quel point ça dégrade. Même si c'est pas très grave, enfin voilà. Le rôle de la presse est L'argent public, particulièrement quand même. important là-dedans. C'est quand même de l'argent public. Bien entendu. C'est quand même de l'argent, oui. Enfin, je veux dire, 40 000 euros, c'est une somme importante, comme disait Jean-Charles, pour beaucoup de gens. C'est au niveau de l'État, c'est pas non plus une somme, c'est pas dramatique. Enfin, ça ne met pas en cause l'INA. Et puis, c'est pas de l'argent qui est parti en Suisse. Il est parti chez Oui. G7 et chez Oui. Taxi Bleu. Oui. Donc, Tout à ça fait. fait C'est une tourner forme la de bête. Voilà, soutien ok. aux chauffeurs de taxi Donc, contre les VTC. Ça fait tourner le petit bonheur. Des gens qui ont peut-être été déjeuner aux Templiers, Voilà, donc, Nous, chez nous, c'est acheter très accessible. acheter de la parapharmacie. Voilà. En tout cas, ça justifie bien la mise à pied. Oui, la démission. La démission, La démission, démission c'est forcée. pas la mise à pied, là. La démission C'est un forcée. peu un limogeage. Peut-être un petit mot. Alors, là aussi, la presse raconte des choses. Est-ce que ce sont des choses vraies, pas vraies? Vous avez l'histoire de la jupe noire, de cette jeune fille qui était dans un lycée avec une jupe noire et qui a été, soi-disant, exclue du lycée. Là, on apprend que c'est peut-être plus compliqué que ça. ça a l'air plus compliqué parce que c'est une jeune fille qui faisait visiblement beaucoup de prosélytisme dans son lycée. C'est parti d'un groupe de jeunes prosélytes et qui, vraiment de façon ostentatoire... Elle serait arrivée d'abord avec un voile, Voilà, on aurait demandé d'enlever le voile, elle serait revenue avec cette jupe. Voilà, etc. donc, encore une fois, la presse a très mal fait son boulot. Enfin, c'est-à-dire, en lâchant les chiens, en disant, oui, c'est ridicule, on vire une jeune fille avec une jupe longue. Non, c'est bien plus compliqué que ça. Hélas. Et d'après Najat Vallaud-Belkacem, elle n'a pas été renvoyée, mais les enseignants ont pris Voilà, langue elle avec était- ses parents. Et puis elle a été invitée à venir vêtue d'une autre façon, ce qui n'est pas forcément idiot. Donc, Non, sur là-dessus, pas de commentaires. Oui, non, autres. je pense que Je sais c'est- pas. Le commentaire, peut-être, c'est de dire que, effectivement, moi je trouve que la presse est un miroir incontestant de ce que nous sommes, grossissant et donc parfois Et déformant. Voilà. Et déformant. Moustapha? Non, moi, j'ai pas plus de choses à rajouter. Jean-Charles a dit l'essentiel. J'aurais simplement éventuellement un commentaire sur les commentaires. C'est que je suis ici et j'entends un peu comme le feraient les téléspectateurs. Et je me dis, effectivement, en tant que téléspectateur et aujourd'hui acteur, commentateur, on nous livre des choses à la télé. Simplement, il n'y a pas le recul suffisant. Donc, moi, je considère que la vitesse est importante dans tous les corps de métier. Par exemple, la science a besoin d'aller très vite pour trouver des molécules. La science a besoin d'aller très vite pour trouver les maladies. La science a besoin d'aller très vite pour des diagnostics. Donc la vitesse est importante. On le voit dans la bourse, c'est pareil, la vitesse est importante. Où je veux en venir? Je veux en venir que probablement que c'est pas tout à fait vrai pour la presse. Pour la presse. Et qu'on nous balance des choses très rapidement. Absolument. Et pour le coup, c'est assez destructeur. C'est-à-dire que directement, il y a une espèce de point de fixation qui se fait sur un événement. Celui-ci, c'est la jupe. Tout à l'heure, c'était les notes de frais. Et on se rend compte,
posteriori que finalement ça se C'est dégonfle. peut-être plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est juste ça. D'accord, Tout l'intérêt d'une j'avais émission envie- comme celle-ci, J'avais le juste envie de décryptage, témoigner. donc, on a le temps de revenir sur les Oui, choses. absolument. Non, Mais là, c'est bravo vrai que à- l'information bravo à va vite, Paf. que le commentaire se précipite Voilà. aussi, et qu'on arrive à commenter des faits qui ne sont pas établis. Voilà. C'est juste le commentaire que je voulais faire. Non, mais juste, c'est que la loi de mars 2004 a été parfaitement appliquée dans Oui, ce dans cas de figure, la loi puisque sur la laïcité, voilà, enfin, sur les- l'interdiction de port de port de- signes ostentatoires port à religieux l'école. à l'école, mais c'est couplé avec le comportement de la personne qui porte ces signes ça. extérieurs. C'est pas seulement Et les donc signes ce n'est pas extérieurs, que c'est le le signe comportement. extérieur, c'est le comportement couplé avec ce Absolument. signe extérieur. Et là, en l'espèce, ils ont fait une parfaite application. Et j'entendais qu'il y avait eu un cas similaire il y a quelques mois dans un autre collège. Personne n'en avait parlé. Ça avait été traité aussi avec un renvoi vers les parents, avec une discussion, une mise à plat de la situation. Ça s'était réglé tranquillement, sans qu'on fasse appel à la presse en disant tout et n'importe quoi, sans aller jusqu'au fond des choses. Après, moi, alors je sais pas, j'ai peut-être pas suivi dès le départ l'histoire, mais le tir a dû être corrigé dans la presse parce que tout ce que j'ai lu au sujet de cette histoire, c'était justement l'explication que les gens s'étaient peut-être saisis trop vite de cette affaire parce que les réseaux sociaux s'enflamment, ça se voit. Les gens criant au côté imbécile de la décision, justement ne pensant qu'il Oui, en disant, n'est une jupe, question c'est que pas de la un longueur de la signe, jupe. voilà. Mais je peux vous assurer que dans tous les articles que j'ai lus, était bien mentionné le fait que justement il y avait apparemment en cause un comportement de provocation, du prosélytisme. Donc peut-être que la presse est allée trop vite, mais je crois que derrière ça a été corrigé en tout cas. Hein. En tout cas, oui, c'est ça. C'était pas le seul fait de porter une jupe comme ça qui C'est posait surtout problème. que ça peut aussi se régler sans qu'il y ait la Ah presse oui, qui s'en sans que mêle tout le monde aussi. le Donc, sache, ça pourrait être des tout. comportements comme ça, il y a des comportements délictueux, il y en a, des comportements prosélytistes, il y en a, des provocateurs, il y en a. Bon, à un moment donné, on n'est pas obligé de tout le temps Ce qui en est, ce qui faire. est intéressant, ça serait de savoir Que ça soit révélateur non plus comment de l'information situation. arrive d'ailleurs, parce que ça se passe voilà, dans un établissement. Oui, mais ça en ce pourrait être moment, quelque chose d'interne. Enfin, je veux dire, moi j'ai pris On des... appelle la presse locale, et puis la presse locale s'en empare, et puis du coup, on se dit, tiens, ça peut être intéressant parce que ça peut faire du buzz, ça peut créer des Peut-être. commentaires autour. On a eu tous des sanctions quand on était au c'est un collège et au lycée. Je veux dire, ça c'est jamais un fait peu surfait. d'article de presse. L'époque Oui. évolue vraiment parce qu'à un moment on râlait parce que les jupes étaient trop courtes dans Oui. les lycées. Oui, et oui, maintenant non, c'est parce qu'elles sont trop longues. Mais je C'est pense que terrible. si on est Prenez des pantalons. en ce moment en France, on est vraiment à fleur de peau sur ces sujets-là. Oui. On rebouclera avec Ça Estrosi, surrège, mais on Mais est c'est pas un complètement hasard. Ah oui, par justement. hasard. C'est normal. Justement, je crois que vous vouliez parler de Christian Estrosi, qui est le maire de Nice, qui est le candidat de l'UMP, et je crois qu'il faut le rappeler parce que c'est peut-être pas sans rapport avec ses propos à la présidence de la région Provence-Côte d'Azur, et qui a parlé en effet de cinquième colonne contre l'islam, enfin de l'islamistes qui constituerait une cinquième colonne, c'est une référence à la Deuxième Guerre mondiale, qui parle de guerre. Je crois que, Florence, vous avez été un peu choquée par ces propos. J'ai été choquée parce que clairement, enfin, je veux dire, la ficelle est énorme, quoi. On est purement dans de la manipulation avant les élections régionales. Il a en face de lui la nièce Le Pen et il a repris textuellement des propos qui ont été prononcés par, je ne sais plus son nom, Aymeric Choprade du Front National, qui avait exactement dit la même chose il y a quelques mois, qui avait été sanctionné et qui a été exclu par Marine Le Pen de son poste. Et il reprend, d'ailleurs, Choprade a demandé des droits d'auteur un peu de façon humoristique sur cette phrase-là. Donc clairement la ligne pour essayer de venir draguer entre guillemets les électeurs du vote Front National en vue de ces élections-là me paraît quand même assez énorme. Et puis on est typiquement dans tout ce qui peut être complotiste de manière assez exagérée. Je pense que quand il écrit, il nous dit les cinquièmes colonnes, leur réseau infiltré dans nos caves, dans nos garages, dans les lieux clandestins. Faut quand même peut-être pas exagérer. Ils n'ont pas non plus pignon sur rue. Non, mais ils n'ont peut-être pas pignon sur rue. Mais enfin, les frères Kouachi, ils n'habitaient pas dans une cave ni dans un garage. Ils habitaient dans un appartement. Enfin, je veux dire, les choses sont différentes. Et là, on est complètement, enfin, me semble, dans une espèce de truc qu'on monte en mayonnaise uniquement dans un but politique électoral. Je ne dis pas qu'il a tort et qu'il ne se passe rien en France, mais enfin, des attentats terroristes en France, on en a connu quand même depuis 30 ans. Depuis 2001, on est en guerre contre le terrorisme. Ça continue, ça prend d'autres formes avec Daesh, je suis assez d'accord. C'est un sujet. Vous admettez qu'il y a une guerre quand même. Ah ben, j'admets qu'il y a un vrai sujet sur la problématique du terrorisme, mais aller là dans des propos complètement paranoïaques et volontairement manipulateurs sur un plan purement politique me choque beaucoup. C'est aussi employer des images qui n'ont rien à voir les unes avec Mais les autres. exactement, une espèce de confusionnisme total. me semble-t-il. quoi. Enfin, bon. Je ne comprends pas du tout ces attaques. Il parle vraiment, il faut reciter ce qu'il dit, il parle de guerre contre la civilisation
civilisation judéo-chrétienne et de 5e colonne. Alors, il y a 3 éléments. Une guerre, je pense que tout le monde sera d'accord que c'est une véritable guerre. Enfin, je veux dire, les gens de Daesh, de Boko Haram, enfin, les islamistes intégristes ont vraiment déclaré une guerre. Ça, le nier serait comme de nier que cette table est blanche. Enfin, je veux dire, donc la guerre, il n'a pas tort. Là où il a tort, et il rentre probablement dans le jeu de nos ennemis, c'est-à-dire, c'est de parler d'attaque contre les judéo-chrétiens, contre la civilisation judéo-chrétienne. Nous, on n'a pas à se positionner comme le font les musulmans intégristes. On n'a pas à se positionner dans une guerre de religion. C'est une guerre contre l'Occident, contre la civilisation occidentale. C'est pas une guerre contre la civilisation judéo-chrétienne. C'est là où je trouve que Estrosi a tort. Après, là où il est probablement exagéré, c'est de parler de 5e colonne. Mais en même temps, vous évoquez un détail. Qu'est-ce que ça peut faire qu'ils habitent dans une cave ou dans un appartement de 2 pièces, peu importe. Ces gens-là existent. Ouais. Et encore une fois, mettre la poussière sous le tapis en disant « Mais non, mais c'est pas grave, ils sont très peu. Il suffit de 2 pour faire un carnage, on le sait bien. Donc ce n'est pas grave. Ces gens-là existent. 5e colonne, c'est sûrement un terme qui n'est pas très habile, mais c'est pas complètement faux. On sait, on l'a vu encore avec le type qui voulait, dont le nom m'échappe, mais qui vient d'être arrêté avec son complice, en ce moment, qui voulait attaquer des églises. On sait très bien que ces gens-là existent et qu'il y a des sortes d'agents dormants ou hélas réveillés, qui ont l'intention de commettre des attentats. Il n'y a pas 7000 militaires 24 heures sur 24 sur le pied de guerre en France pour juste faire tourner les machines de la défense nationale. C'est une réalité. Donc, encore une fois, dire que évoquer ce problème, le dénoncer et l'identifier, c'est faire le jeu du Front National. Non, faire le jeu du Front National, c'est dire que ça n'existe pas. C'est ça, parce que les gens se rendent bien compte que le terrorisme existe. Les gens se rendent bien compte qu'il y a des salopards et les gens se rendent bien compte que cette guerre existe. Et dire que ça n'existe pas et qu'Estrosi est un abruti, c'est réducteur et c'est dommage. J'ai pas dit que c'était un abruti, ni que je ne nie pas le fait qu'il y a une guerre et qu'on a un vrai problème. Ce que je condamne, c'est le discours, la façon dont c'est dit, en utilisant des mots qui ne sont pas des mots neutres. 5e colonne, c'est pas neutre. C'est de reprendre des mots du Front National pour essayer de faire de la récupération politique. Je pense que c'est utiliser un vrai problème grave, comme vous le dites, un vrai problème grave de politique, de sécurité sur notre territoire, mais de le manipuler de manière politique en vue d'élections régionales. Je veux dire, la ficelle, elle est énorme. Et enfin, dernier, sur judéo-chrétiens, les plus grandes victimes de Daesh sont des musulmans. Oui. Pas forcément les chrétiens. Là, on ne va pas rentrer dans une comptabilité morbide parce que je veux dire, ça nous entraînerait trop loin. Ils sont dans les pays musulmans. Donc, c'est plutôt les pays musulmans où il y a le plus de dégâts. Sur ce sujet, Jean-Luc, je crois qu'il faut revenir à ce que nous disions tout à l'heure. Les hommes et les femmes politiques aujourd'hui sont obligés d'être dans des arguments caricaturaux. Parce que ils font des explications de texte chaque fois qu'ils font une déclaration, aucun journal ne les reprend. Donc ils sont, hélas, dans cette problématique du trop vite, trop fort, et donc on est dans la caricature permanente. Et les réseaux sociaux, comme le disait Sephora tout à l'heure, font le jeu de ça. Donc aujourd'hui, avec Twitter, avec Facebook, il faut être le plus court, le plus concis possible, donc elle est obligée d'être en permanence dans la caricature. Ça n'aide personne, et en tout cas pas la société, si on veut l'apaiser. Ça exacerbe tous les sentiments, ça radicalise les comportements, et c'est d'une extrême dangerosité. En même temps, est-ce que nous pouvons permettre, là, demain matin, aux hommes politiques de faire de l'explication de texte sur les grandes idées qu'ils doivent développer? Hélas, non. Il faudrait du temps. Et puis, Mustafa, pardon, arrêtons avec cette 5e colonne de dire que la 5e colonne serait un vocabulaire et un mot du Front National. La 5e colonne existait bien avant le Front National et la majorité des gens, des jeunes, ignorent totalement ce que peut être la 5e colonne. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le vocabulaire du Front National, la 5e colonne, non. Parce que le Front National, ce soit un moment accaparé. Non, mais on voit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont parmi nous, mais qui sont indétectables. Oui, mais c'est déconnecté du Front National. C'est un vocabulaire de la Seconde Guerre mondiale. Antonin. Non, c'est juste que Jean-Charles nous dit tout simplement, nous sommes en guerre et c'est une évidence. Nous sommes en guerre et je crois que personne ne peut dire le contraire. On n'est pas en guerre, si ce n'est la guerre des mots peut-être. La guerre des mots comme cela, effectivement, il y a des mots qui sont puissamment évoqués. La 5e colonne dont on fait état, effectivement, il y a probablement sur le territoire français des gens qui sont ennemis d'un mode de vie, ennemis probablement même de la République, ennemis peut-être de ce on pourrait nous évoquer même de la liberté de conscience, la liberté de prise de parole, etc. Donc il y a des ennemis de l'intérieur.
De là évoquer la 5e colonne et les mots de guerre. Alors, si on est en guerre, au moins une chose que vous m'accorderez aussi, c'est que quand on fait la guerre, on fait de la stratégie. Avant même d'aller combattre comme on l'est tous sur le terrain, à savoir qu'on envoie des fantassins sans avoir de stratégie. Alors je dirais qu'il y a une stratégie probablement de Daesh, ou une stratégie de Boko Haram, ou une stratégie de tous ces gens-là. C'est que la seule et unique stratégie qu'ils aient en tête, c'est celle de faire du bruit, de faire du buzz, et les mots ont un sens. Quand on décapite en direct des gens et que ça passe au journal de 20h, ça fait du bruit, ça fait du buzz. Et ils recherchent qu'une chose. Ils sont très, très, très peu nombreux. Ils sont loin et ils sont peu nombreux. La stratégie, ça serait quoi? Ça serait qu'ils soient beaucoup plus nombreux et beaucoup plus proches. Alors on va chercher les réservistes. On va chercher les réservistes en provoquant 2 camps qui peuvent se radicaliser. On a des minoritaires d'un côté, une très grande majorité qui vit pacifiquement les choses et non pas en guerre, qui sont en conflit, en tous les cas, sur cette manière de penser, sur cette façon de faire. Sauf qu'à dire des choses comme ça, Jean-Charles, nous sommes en guerre, radicalisons-nous, prenons les armes, mettons l'armée sur le sol. Alors là, pour le coup... Mais l'armée y est. C'est pas ce qu'ils veulent. Elle y est, mais elle fait des opérations de police. Pour le moment, elle est sous la tour Eiffel. Elle va probablement rentrer dans les casernes L'armée est en Afrique. Pour moi, c'est pas son boulot. L'armée est en Afrique. Mais pour moi, c'est pas... Ah oui, elle y est sur le territoire africain. Mais en guerre contre Boko Haram. Alors on est en guerre oui. sur des territoires où ils ont décidé de prendre les armes. Absolument. Mais pas en France. Mais on ne parle pas de la France, on parle du monde entier. Non, là, le propos d'Estrosi, c'est sur la France. Là, si je comprends bien, il est porte-parole de l'état-major. Estrosi a dit que c'est une guerre contre la civilisation judéo-chrétienne. Et moi, je dis que c'est une guerre contre l'Occident, contre la civilisation occidentale. Voilà, moi j'aimerais qu'on me prouve que c'est pas une guerre, que ces gens-là... qu'on démythifie et qu'on dégonfle un peu le propos, parce que des propos comme la guerre et la surenchère des mots, ouais, ça va probablement la nous guerre, emmener. c'est peut-être ce qu'ils cherchent, eux. Et c'est ce qu'ils cherchent, parce que c'est comme ça qu'ils Oui, sur les propos d'Estrosi, moi je trouve que c'est vraiment du fantasme qu'on vend pour récupérer des électeurs du Front National, la base militante du Front National. Qu'est-ce que vous appelez du fantasme? Parce qu'il y a une réalité quand même. Oui, c'est la 5e colonne, c'est des termes complotistes, c'est des choses qui existent dans les esprits de certains, mais voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment c'est des propos dégueulasses qui participent à une ambiance dégueulasse. J'ai même pas envie de pousser le commentaire plus loin, quoi. C'est vrai? Je partage assez les avis de Jean-Luc et Florence, dans le sens où... Jean-Charles? Non, pas Jean-Charles, non. Enfin, non, pas totalement. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a une guerre à mener contre Daesh et Boko Haram. Ah, quand même. Il y a une guerre à mener contre Daesh et Boko Haram. Et on en parlait la dernière fois. On parlait justement de l'inertie de la communauté internationale par rapport, on avait parlé de l'anniversaire et tout. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit être mené à ce niveau-là. Maintenant, en France, qu'est-ce qu'ils cherchent, Estrosi? Ils cherchent à faire peur. Ils cherchent à inquiéter les esprits. Tous les gens qui n'ont pas la capacité d'analyser ce qui se passe réellement. Tous les gens qui, comme Florence... Oui, que les gens sont pas inquiets. Mais tous les gens qui, comme Florence, ne se rendent pas compte que les principales victimes de Daesh sont des musulmans, se sentent tout de suite inquiétés. L'étranger fait peur, ce qui est différent fait peur. Florence s'en est rendu compte. Oui, j'ai dit qui, comme Florence ne s'en rendent pas compte. Non, j'ai dit qui, comme Florence... Oui, pardon. C'est pour qu'on comprenne bien, pardon. Voilà, c'est pour qu'on comprenne bien. C'est les gens qui n'arrivent pas à décrypter comme Florence se sentent très inquiets. Et Estrosi, il part dans cette brèche qui est facile, et c'est une façon de répandre une terreur et puis, comme dit, de manipuler les prochaines élections. Alors, je vous cite François Bayrou qui dit voilà, ce sont des propos extrêmement dangereux pour le pays parce qu'au fond, il y a une ligne de fracture entre ceux qui veulent construire leur prospérité électorale sur la culture de l'affrontement et ceux qui veulent construire l'avenir du pays sur une unité. C'est toujours amusant les paroles de Bayrou. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve qu'il a raison. Hein, c'est pas faux. Est-ce qu'il faut aller sur l'affrontement? Il y a un mec qui vote Bayrou, alors c'est bien. On est deux. On le cherchait. Non, mais j'ai voté Bayrou, ça fait un certain temps. Mais... C'est bien, il faut lui téléphoner. Non. On ne lui téléphonera pas tout de suite. Mais c'est un homme, en tout cas. Mais cela dit, ce qu'il dit, c'est juste. Enfin, on peut avoir ou la culture de l'affrontement ou la culture de l'unité. Et c'est vrai que les propos d'Estrosi ne vont pas avec la culture de l'unité. Oui, mais la culture de l'unité, on sait ce que ça donne. C'est la culture de Munich. C'est la culture c'est la culture où on accepte tout. On n'est jamais là à reconnaître quoi que ce soit. Et puis c'est seulement quand le drame est arrivé qu'on dit ah oui tiens,
on aurait dû être plus vigilant. Ah oui, finalement, non, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pratique de rassurer, d'endormir les gens, en disant, mais non, mais rien n'est grave, mais c'est pas grave, on est tous amis. Il ne s'agit pas de rassurer, mais il ne s'agit pas de dramatiser non de plus. dire les gens n'ont pas peur, et dès que quelqu'un a la moindre crainte, on dit, oh là là, c'est le Front National. On peut avoir peur sans être du Front National, on peut avoir peur être de gauche, on peut être effrayé par des terroristes sans être d'extrême droite, et voilà. Et dès que quelqu'un a pris conscience de ça, on dit, oh là là, c'est Satan, ces trucs, il veut mettre le pays à feu et à sang. Non, pas du tout, pas du tout. Reconnaissez que les gens ne sont peut-être pas aussi intelligents que vous, ils peuvent avoir peur, ils n'ont pas toutes les... Mais ils ont toutes d'autant vos plus connaissances peur de par ces discours, qui les inquiètent, qui les inquiètent et qui les manipulent, et qui leur livrent sur un plateau le fait qu'on crée un ennemi. Et cet ennemi sont les islamistes. Et en France, il n'y a que des islamistes. Allez voir à Sarcelles. Non, mais faut arrêter cette propagande. Allez voir Honnêtement, faut autour arrêter de cette l'église de propagande. Sarcelles, là où les attentats étaient programmés, ce que pensent les gens. Allez voir s'ils n'ont pas peur, s'ils ne sont pas terrorisés. Allez-y, si maintenant vous me dites non, ils s'en foutent, ils sont là. Oh oui, c'est un type isolé, il est tout seul, il voulait faire un attentat. Non, oh, il voulait faire sauter l'église, mais c'est pas grave, on n'a pas peur. Réalité. On va le dire autrement. Tant mieux. On va le dire autrement, mon chat. Tout le monde a peur. Moi, le premier. Je pense probablement que tu as peur aussi. Vous avez peur. Ok. Simplement, est-ce que le rôle d'un politique, c'est pas de trouver des solutions, auquel cas les solutions, cherchons-les ensemble, plutôt que d'essayer de fragmenter des camps et de faire en sorte que tout le monde ait peur, même ceux qui sont résolument en charge. On est en démocratie. Oui. Et ben la démocratie. Estrosi, il est candidat en tête de liste. On va voter pour lui, on ne va pas voter pour lui. Il a un programme, il le fait. On ne remet pas en cause le droit de vote ou la démocratie. Simplement, on cherche à élire des gens qui ont probablement des propositions à faire. Et la proposition ultime qu'on voudrait faire quand on gère un pays, quand on gère une nation, quand on gère un groupe, c'est pas spécialement de rechercher la peur des uns, le rejet de l'autre, mais c'est au contraire de trouver des solutions. Est-ce que c'est constructeur ce qui est dit là? Est-ce que ça apporte un début de solution? Oui, parce si que ce n'est de dire... Je pense que c'est rassurant pour les gens. Même les RG n'ont pas compris ça, Non. qui avait la 5e colonne. En gros, on a un pays... Je l'ai dit. On a un pays qui n'a pas de renseignement. On a un pays qui n'a pas... Je l'ai dit au début. Le renseignement, il est très bon par certains côtés. Tout le monde sait quand même que c'est totalement par hasard qu'on a arrêté le type. Ouais. Bon, donc voilà, les renseignements, ils sont très bons. Enfin, ils ne sont pas non plus... Voilà. Bon. Et là, on prend cet événement pour dire que c'était du hasard. Simplement, il y a plein de fois où ce n'était pas du tout le hasard, mais c'était bien des professionnels qui ont bien fait leur métier. Alors, on part de celui-ci parce que c'était le hasard, mais de façon beaucoup plus massive, il y a des affaires qui sont déjouées par des gens dont c'est le métier. Et les politiques sont là pour trouver aussi des solutions. Et nous-mêmes, société civile, je parle des politiques, pardon, je devrais parler de tous ensemble, notre vigilance commune, notre envie de vivre ensemble. Les politiques ne sont pas là pour dire dormez tranquille, il ne se passe rien. Mais c'est pas ce qu'on demande, mais c'est pas nous foutre les jetons non plus. Le problème de ce genre de Jean-Charles, c'est ça que je dis. Non, mais il est clair qu'il ne faut pas dormir comme on a pu dormir à une certaine époque. De temps en temps, il faut rester avec un œil vigilant. Moi, le premier. Mais de là à foutre les jetons, Jean-Charles, c'est de ça dont je parle. Et des propos comme cela, ça va plutôt dans le sens... Ça alimente les idéologies racistes. Et je vois, il y avait la journée de la déportation le week-end dernier, et il y avait un ancien résistant, un ancien combattant, qui nous expliquait clairement qu'en ce moment, il avait l'impression de revivre ce qu'il avait vécu lui-même, justement à la période d'Hitler, en disant on sent vraiment qu'il y a une montée à nouveau d'idéologie raciste, de xénophobie, de gens qui ont peur. Et cette terreur civile et sociale risque d'amener, si on n'arrive pas à l'endiguer, et si justement on n'arrête pas de l'alimenter par ce type de discours, on va arriver exactement au même résultat. C'est ce qui se profile. Oui, mais la guerre des sanctions, vigilance. Un chercheur américain appelé la guerre des civilisations, c'est aussi peut-être vers là où vous nous poussez Daesh. Oui, ils veulent en tout cas. C'est clair qu'ils ont une stratégie. Et voilà. Oui, c'est clairement celle-là. Ce qui est surtout terrifiant, c'est que l'ensemble des sociétés occidentales, mais je dirais même mondiales, attendent tous avec impatience l'émergence d'une femme ou d'un homme politique capable de les projeter dans l'avenir, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. À l'âge que j'ai, moi, tout ce que je fais, toute l'énergie que je dépense est au profit de mes enfants et de mes petits-enfants. Et j'attends avec impatience un personnage, femme ou homme, capable de pouvoir nous amener ensemble vers un vrai projet d'avenir. Pour le moment, on est là à discuter de choses qui sont extrêmement terre à terre, qui ne nous intéressent qu'aujourd'hui et éventuellement pour demain matin. Mais qu'est-ce que nous faisons pour dans 10 ans,
dans 20 ans? Rien. On n'entend pas une femme ou un homme politique parler de ça en Europe aujourd'hui. C'est un véritable problème quand même. Alors nous allons continuer à avoir des conversations sur l'islamisation, les propos caricaturaux des uns et des autres, mais en même temps, nos enfants, et surtout, moi je pense à mes petits-enfants, qu'est-ce qu'on leur amène? Quelle est la projection que l'on fait pour eux de notre société de demain? Je crains que pour dans 20 ans, on parle toujours d'islamisation de la société. J'en ai peur si on continue Surtout comme si ça. on continue, Donc oui, je pense personne qu'il faut ne- briser personne cela, n'essaye de- et je de préconise résoudre pour le ma problème. part le renversement de la Mais table, c'est la quoi remise à neuf d'un l'islamisation? couvert, et l'émergence d'une vraie société capable de s'exprimer, ce qui n'est plus le cas. Je comprends pas. C'est le terme que je comprends pas, Jean-Charles. Je crains qu'on ne parle de plus en plus de l'islamisation comme si c'était un mouvement coordonné. Alors pour le coup, qui reprennent les propos un peu il y a des paranoïaques. mouvements, oui. Mais On peut cette le penser. islamisation, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait de plus en plus de musulmans islamiques, islamisés, Islamistes. et qui Non, prônent l'islamisation? Non, non, non. Ou c'est ça que je voudrais comprendre, Ouais, parce c'est que quoi l'islamisation est-ce que c'est la démographie dont tu Non. parles, Non, ou non, c'est non. le Ouais, c'est pas propos? clair. Je comprends pas, il y a de plus en plus d'islamisation. Moi, j'en C'est vois tout- pas autour de moi. Je n'ai pas dit qu'il y a de plus en plus d'islamisation. Je dis que je j'ai craignais compris ça. que l'islamisation soit toujours d'actualité dans 20 ans Ah. de la société. Voilà. Mais Ça- le ça- souci, en fait, ça- que ça tu d'une identifies part. par l'islamisation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le terrorisme? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait Non, juste non, de plus en plus de musulmans? Non, mais je ne Non, parce mélange que pas du c'est- tout. Non, mais justement, mais c'est pas l'islam. C'est ambigu, là. c'est ça qui est terrible. Mais oui, C'est mais de pour lui, mélanger qu'est-ce que islam c'est et C'est L'islam islamisation. et l'islamisme, On c'est est pas la d'accord. même chose. C'est par exemple, Faut être- mais j'imagine faut que être Patrice, entendu. c'était le prochain sujet qu'on allait aborder, On sortira pas de l'éducation nationale et cette brillante Najat Vallaud-Belkacem qui propose de sabrer des pans entiers de l'histoire de France pour rendre obligatoire l'instruction de certaines parties historiques et avec une partie énorme consacrée à l'islam. Ça me fait semble- partie de l'islamisation. ça. Absolument. Donc on a une Bien sûr. ministre Elle qui dément, hein, participe à enfin, Enfin, l'islamisation de la elle France. dément, elle rame comme Tu vois, une... peut-être qu'on va parler de l'éducation. Je voudrais qu'on dise un mot avec vous, Mustapha, peut-être on est un peu loin de ça, mais enfin quand même, du Front National qui Non, on est supprime pas loin. On est pas si loin. C'est pour ça Non, on que est pas si loin. je me permettais de vous en parler maintenant, parce que oui, le Front National qui supprime des subventions des clubs de football, c'est le cas à Mantes-la-Ville où le Front National a été élu. On n'est pas si loin, si ce n'est que moi, je me suis éloigné de cette table pour ne pas faire que des commentaires, mais je suis le reporter de cette émission, n'est-ce pas? Et donc je suis allé sur le terrain. C'est l'envoyé spécial. Mesdames, Messieurs, je vais donc vous raconter Donc, ce deux que envoyés j'ai vécu. spéciaux aujourd'hui, c'est vous et Jean-Luc. hein, Et qui on a était le envoyé reportage. spécial, On a le reportage, je on a crois, le que la chaîne. reportage tout à l'heure. Alors on regarde et après, après je Non, vous êtes allé à donc je suis Mantes-la-Jolie. allé, ouais. En effet, non, la municipalité Front National a supprimé les Voilà. subventions au club de Alors, foot, pour hein. que les téléspectateurs comprennent bien, un club de foot est une association de loi 1901 qui reçoit essentiellement des subventions pour se financer. Sur Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelet, c'est on va dire un groupement de clubs, donc c'est une entente, et ils ont créé donc un club de football sur 3 communes. Chaque commune verse des subventions au prorata du nombre d'habitants, pas forcément au prorata du nombre d'adhérents, c'est là que ça va se compliquer tout à l'heure, mais par contre, la municipalité de Mantes-la-Ville, qui est fraîchement élue depuis donc l'an dernier, aux dernières municipales, a décidé, tout de suite en arrivant, de baisser les subventions au club de foot. Jusque-là, rien de choquant, après tout. Après tout, ils ont le droit. Après tout, ils ont le droit, ils ont été élus. C'est la raison pour laquelle Ils veulent faire des j'évoquerai économies tout à en plus. l'heure l'utilité du vote, parce qu'à un moment donné, on en a au moins une preuve. Il y en a d'autres, mais au moins c'en est une, l'utilité du vote. Et donc, ils sont arrivés et ils ont baissé les subventions de 15 000 € pour être précis. Et puis l'année suivante, ils ont baissé la subvention de Mantes-la-Ville de 75 000 €. Voilà. C'est comme si moi, au club de foot de Trappes, on me retirait 80% de mes subventions, Ouais. 100 000 au total. 100 000 au total de subventions. Alors, on est sur un bassin beaucoup plus important à Mantes-la-Jolie, parce que ce sont des communes beaucoup plus importantes que la ville de Trappes. Simplement, ils sont aux alentours de 1000 adhérents également. Quand vous faites le calcul, allez, 100 000 € de subventions me concernant, pour 1000 adhérents, ça nous amène à, pour le coup, à 100 euros 100 euros de l'adhérent de subvention de la municipalité. Vous faites le calcul, on est à moins de 50 centimes de l'heure de la pratique du football, puisque les 100 euros, quand vous le ramenez à 5 heures par semaine, à 40 semaines par an, Ouais. vous êtes à 50 centimes de l'heure de la pratique du football, ce qui est à mon avis beaucoup moins cher que toute pratique par ailleurs. Mais c'est surtout que ces subventions avec lesquelles on vit, nous, on les donne à des éducateurs qui touchent quoi? Alors pourquoi c'est indispensable voilà, Alors, ça l'est parce qu'il y a 40 éducateurs autour. Quand vous avez 1000 adhérents,
Alors, il faut être aussi très clair. Chez nous, il y a 800 footballeurs pratiquants, on va dire, pratiquants football. Il n'y a pas l'islamisation. Non, mais c'est un des reproches. Non, justement, on ne fera pas les deux. Non, pour le coup, non. Il faut bien en parler parce que c'est un des reproches que fait la municipalité Front National. Je vais y venir, c'est pour ça que je voudrais boucler. Et donc 200 encadrants qui sont des bénévoles. Donc vous avez 800 gamins qui sont encadrés par une quarantaine de bénévoles, d'éducateurs. C'est quoi un éducateur? C'est quelqu'un qui est sur le terrain avec tous ses gosses toute l'année, qui touche 100, 150 euros par mois de défraiement, mais qui plus est, habite la ville. C'est-à-dire que nos éducateurs sont sur les terrains toute la semaine et ils sont dans la ville. Donc en gros, ils participent au vivre ensemble, Jean-Charles. On participe par le club de foot avec 1000 adhérents et la majorité donc des enfants, avec des éducateurs qui leur font passer... Alors, j'aime pas trop ces notions de valeur par le foot, parce qu'en réalité, c'est consubstantiel, tout le monde le sait. À un moment donné, quand tu dis à un gamin, tu serres la main d'un joueur adverse, c'est vrai que c'est une valeur, mais enfin, il y a un peu de bon sens aussi, il y a un peu d'éducation normale, il y a un peu de... Et donc, on gère un club de foot avec 50 centimes de l'heure par gamin. Cet argent reste dans la commune, puisque ce sont des éducateurs de la commune, et ces mêmes éducateurs sont dans la ville toute l'année. Au Front National, quand on décide, à mon avis, de faire un coup également, parce qu'on en parle, on en a parlé sur M6, je crois, de cette affaire, sur France 2, Stade 2. Donc Stade 2, donc les chaînes nationales s'en sont emparées. Donc encore une fois, on a le rôle de la presse. C'est un peu symbolique. Le rôle de la presse, qui pour le coup fait bien son boulot également de mettre en avant ce genre de choses. Mais j'ai le sentiment qu'il y a également, encore une fois, une stratégie. Il y a des stratèges, effectivement, chez Daesh. Il y a des stratèges au Front National. Il y a des stratèges dans les partis politiques. Et probablement qu'Estrosi fait partie des stratèges de l'UMP. Et donc, toutes ces stratégies visent à un moment donné à crisper, à radicaliser. Et là, qu'est-ce qui se passe à Mantes-la-Ville? C'est même pas dit pour y être allé. Donc, j'ai rencontré les acteurs sur le terrain, j'ai rencontré le président, j'ai rencontré les acteurs locaux, j'ai rencontré des gens dans les terrains. Il y avait un match de foot ce jour-là, PSG Mantes, avant le PSG Bastia. Et tout le monde le dit. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Parce qu'à la limite, quand tu sais pourquoi on te retire 100% de ta subvention, probablement parce qu'il y a eu, je ne sais pas moi, des malversations. Mais clairement, ils ne le disent pas, et c'est pourtant ça. Il n'y a pas de beurre et de blague chez nous, on ne participe pas à une communauté où statistiquement, ils nous représentent pas. Alors, le maire Front National disait que le club de foot favorisait un certain communautarisme. Reprenons les statistiques. Alors, reprenons dans ce pays les statistiques qu'on a tant décriées, de façon à ce qu'on puisse dire il y a 30% de beurre, il y a 30% de black à Mantes-la-Ville et pas à Mantes-la-Jolie. Auquel cas, les subventions seront distribuées au prorata, aux statistiques tant décriées par certains. Mais on en est là. Sauf que les choses ne sont pas dites. On ne nous dit pas il y a trop de beurre et trop de black, sachant que nous, on ne les a pas. Donc, on ne contribue pas à ce melting pot qui n'est pas le nôtre. C'est simplement, on considère qu'il y a 250 000 euros de travaux qui vont être faits sur les installations, et donc il est normal que nous récupérions de l'argent. Voilà. Sauf que les installations, les 250 000 euros, pour être précis, Patrice, les 250 000 euros, c'est une charge sur la commune réelle et sérieuse. Mais par le biais des amortissements, ce n'est pas tout à fait le coût réel. Deuxièmement, c'est généralement des investissements sur des 10, 15, 20 ans. Et troisièmement, surtout, 50% du budget est pris en charge par la CASQI locale, la comité d'agglomération locale, 50% qui est pris en charge. Et enfin, le reste est pris en charge par les autres communes. En gros, pour le Front National, pour la ville de Mantes-la-Ville, ça représente pour le coup pas grand-chose. C'est juste pouvoir dire, on a un argument pour faire des économies sans dire les choses, nommer les choses. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, quand je dis qu'on fout les jetons aux gens, mais on ne dit pas les choses, nommer les choses. On est dans la guerre des mots, alors pour le coup, nommons les choses. Il y a trop de beurre et trop de black subventionnés par une ville beaucoup plus blanche, et auquel cas on ne participe pas à ça. Sauf que tout le monde vit sur le même bassin et qu'on a besoin de vivre en commun, auquel cas, est-ce qu'on veut vivre ensemble? Les politiques veulent décider de vivre ensemble ou au contraire veulent fragmenter. Et là, le Front National participe de ça. À 50 centimes de l'heure, est-ce que tu as beaucoup d'enfants qui font des pratiques et des loisirs éducatives, pour le coup, réelles et sérieuses, à 50 centimes de l'heure? Vous prêchez un convaincu. Maintenant que les gens du Front National sont un peu bas de plafond, c'est pas une découverte qu'on fait là aujourd'hui. C'est un constat que je fais. C'est un constat. On m'a demandé de témoigner. Et je suis allé en reporter parce que j'étais crédible. On m'a dit tiens, tu passeras tes couleurs locales. Il n'y a même pas de débat. Comme ça. C'est stupide et puis c'est tout. Oui, voilà, ça l'est. Donc, je relate.
Voilà, je ne suis pas dans les commentaires. Hein. Non, mais moi, je donne un peu mon point de vue. C'est important. D'abord, idiot. c'est pas loin d'ici. Par contre, sur le plan national, parce qu'il y a quand même une stratégie nationale. Alors moi, j'ai une chose à dire aux gens qui nous écoutent et qui pourraient être tentés par le vote Front National. Souvent, ils parlent de repli, pour le coup, sur les frontières. On sera d'accord. Pour la sortie de l'euro. Probablement même, allez, peut-être pas de l'Europe, mais au moins d'une euro. De l'euro. Il y a un maître mot au Front National, c'est la préservation de l'emploi. C'est jusque-là, ce sont des emplois non délocalisables et tous ces emplois vont partir parce que le club de Mantes ne pourra plus payer ses 2 salariés. Donc ces 2 salariés, pour le coup, en gros, c'est 30 000 euros par personne, hein, charge patronale comprise. Donc là, il y a déjà deux salariés en moins et des éducateurs qui ne seront plus payés. Alors ça, de toute façon, c'est des emplois non délocalisables et on n'est pas dans les travaux du patronat qui délocalise, comme pouvait le prétendre Le Pen. Et ça, multiplié par le nombre de communes sur cette France, par le nombre de communes. C'est énervant d'entendre des trucs en disant le Front National se positionne pour la sortie de l'Europe, de sortie de l'euro. Le Front National est grotesque sur toute cette partie-là. Il n'est plus que grotesque, il agit. Moi, je suis plus dans le commentaire. Il y avait 25% de gens qui votent pour lui, quand même. On va sortir de l'euro avec le Front National. Non, mais c'était juste pour dire que s'ils ont une stratégie nationale, voilà un exemple. Sauf qu'un exemple comme celui-ci, multiplié par des centaines d'exemples comme celui-ci, je ne suis pas certain que ça soit une solution. Il y a une solution au niveau du département, justement de la communauté d'agglomération. Oui, ils sont engagés à payer une partie des frais. Donc, il est souverain dans sa commune, si je peux me permettre l'expression. Auquel cas, il y aura des subventions spéciales. Dans le cas de la politique de la ville, il y aura des subventions qui seront allouées par la communauté d'agglomération locale. Donc les travaux vont se faire, les subventions vont probablement arriver par ailleurs. Mais je tiens à préciser quand même à tous ceux qui nous écoutent, encore une fois, c'est vrai dans toutes les communes, Jean-Charles. La Casquie a voté il y a 3 jours la diminution, je crois, pas me tromper en disant de 30% des subventions aux associations sportives et culturelles. C'est énorme. Mais c'est vrai pour toute la France, parce que les allocations allouées par le gouvernement aux collectivités locales sont réduites, donc tout le monde fait l'effort. Mais là, ce n'est pas un effort, c'est un prétexte. C'est toute la différence. Autre sujet, je voudrais qu'on revienne, puisqu'on en avait parlé la dernière fois, que concerne le tourisme, on parlera de l'éducation peut-être après, peut-être de l'immigration aussi, je ne sais pas si on aura le temps, parce qu'il nous reste à peine une dizaine de minutes. Je voudrais qu'on revienne sur l'affaire Booking.com contre les hôteliers et les restaurateurs, ou plutôt les restaurateurs et les hôteliers contre Booking.com. Dans le fait où la dernière fois, vous aviez dit, bon, il n'y a pas grand-chose. Non, mais là, les efforts ont été faits. Mais en réalité, là aussi, on a un peu raccourci ce qui émanait des discussions entre les responsables de Booking et l'État français. C'est que, jusqu'à présent, les contrats de Booking à l'égard des hôteliers étaient extrêmement contraignants et interdisaient à un hôtelier de pouvoir vendre ses chambres en dessous des prix affichés par Booking sur Internet. Booking a accepté du bout des lèvres que l'hôtelier puisse reprendre la maîtrise de ses prix et de ses promotions, à condition que ça ne soit pas sur Internet, mais par des biais de promotions particulières, avec quand même un certain nombre de contraintes. Ce qui fait qu'il va falloir quand même que l'hôtelier fasse très très attention à la façon dont il va pouvoir afficher ses prix, parce que Booking a donné un signe qui paraît être un bon signe pour que l'hôtelier reprenne sa liberté de proposition de tarifs. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, Booking reste encore le leader sur les prestations d'hôteliers dans un grand nombre de cas, en tous les cas sur le territoire français. Et Booking reste toujours le leader mondial des réservations hôtelières. Je vais vous donner les chiffres l'autre jour. C'est faramineux et ça fait de Booking aujourd'hui la plus grande usine à cash du monde, en oubliant, bien entendu, de payer les taxes qui leur reviennent théoriquement à l'État français. Donc le scandale continue, mais il y a un petit point d'amélioration, ceci étant dit. Donc nous avons mis le pied dans la porte, et je pense qu'il ne va pas se passer 3 ou 4 ans avant que les choses ne soient réellement transformées. Enfin, le pouvoir politique et les administrations ont pris conscience de la dangerosité extrême des sites Internet pour la commercialisation de produits, pas seulement hôteliers, c'est valable pour la restauration, c'est valable pour les véhicules, c'est valable pour plein de choses. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, c'est un peu compliqué, mais en même temps, on a été dans une espèce de foire d'empoigne où nous étions réellement victimes d'un système qui nous dépassait et en face duquel, d'ailleurs, les pouvoirs publics n'ont rien vu venir. Nous sommes en train de réagir
trop lentement d'ailleurs à mon goût. Mais vous réagissez. Mais on Il me réagit. semble que dans la décision de l'autorité de la concurrence, il y a aussi un autre point où Booking ne peut plus indiquer. Enfin, vous avez repris la main sur le nombre de chambres que vous pouvez laisser pour Booking en vente, et que Booking ne peut plus indiquer que l'hôtel est plein. Il doit dire que sur ce sur site, ce site. Ah bah oui, C'est dans la important théorie, aussi. hélas, c'est dans la théorie. Bah, ils vont bien être obligés de Oui, l'appliquer. c'est-à-dire, si vous allez sur Booking, par exemple, et que vous voyez que l'hôtel est plein, et téléphonez, il y a peut-être des chambres quand même. Bah, Ça voilà, n'est pas- c'est ça ça. n'est pas un réflexe. Malheureusement, il se trouve, et ça c'est très important à signaler, que le citoyen moyen, finalement, est quand même toujours intéressé de pouvoir payer moins cher une Bien sûr, prestation bien sûr. qui vaut un certain prix. Donc, de toute façon, le citoyen moyen fait toujours le jeu de Booking. Et des autres sites, on parle de Booking parce que c'est le nom qui revient, mais ils sont très nombreux sur le sujet. Et donc, il faudra aussi, et Jean-Charles en parle souvent d'ailleurs, que nous refassions, que nous remodélisions la culture d'accès dans nos modes de consommation, parce qu'aujourd'hui, on est en train de continuer de casser l'économie en voulant toujours du moins cher, et ça ne tient pas la route. Nous allons en mourir si nous ne faisons pas attention. Bah oui, mais c'est aux hôteliers, aux restaurateurs un peu de se bouger aussi, à leur fédération de se Nous sommes là oui, pour ça, mais bah je suis dans ces acteurs-là. Bah oui, il faut reprendre la main aussi de cette Je manière-là. réenfourche mon vieux cheval de bataille. C'est quand même aussi à tout le monde de prendre conscience que les choses On ont est une d'accord, valeur. on est d'accord. Et c'est que quand on va dans un hôtel, il y a une chambre, il y a une femme de ménage qui a fait le ménage, il y a un type à la réception, il y a un concierge, il y a un patron d'hôtel, il y a un restaurant, et ça, on ne peut pas avoir tout gratuit. C'est comme Sephora qui fut hôtesse de l'air. Je veux dire, hôtesse de l'air dans un avion, quand on accepte de voyager pour aller en Suède pour 10 €, on se doute bien qu'on a mis, je ne veux pas employer des mots grossiers, mais enfin, je veux dire, on a niqué tout le monde. L'hôtesse, le pilote, le steward, le commandant, tout le monde. Parce qu'à 10 €, c'est pas possible. Donc arrêtons cette culture du pas cher, c'est bien. Non, pas cher, c'est bien quand on est étudiant, qu'on n'a pas de ronds. Quand on a des ronds, il faut accepter de payer les choses à leur juste valeur. Il faut les dire. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, notre mode de communication étant caricatural sur tous les sujets, à un moment donné, il va bien falloir faire un peu d'explication de texte. Celle que vient de nous faire Mustapha est brillante, mais vous avez vu un petit peu longue, parce que c'est comme ça. Parce que quand on veut expliquer les choses, ça prend du temps. Et en même temps, on sait bien qu'on décroche très vite, quoi. Donc on est obligé à la fois d'être très court dans ce que nous avons à dire sur nos arguments et d'être compris en face. Là, nous avons un vrai problème culturel qui s'est terriblement dégradé ces dernières années. Il va falloir que nous rattrapions le temps perdu. Oui, par rapport justement à la question des prix, moi je pense à l'alimentation. Quand on voit ce qui est vendu dans les supermarchés, c'est affligeant. On regarde la composition, les ingrédients. C'est des quantités de matières qui sont grossissantes et qui n'ont aucune qualité nutritive, qui sont ajoutées de façon à faire croire qu'on achète plus, mais en fait on n'achète rien de plus que juste se couper. Moi je pense qu'il faut effectivement faire attention et acheter au prix réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la viande, par exemple un poulet, ça ne coûte pas 5 € dans un supermarché, ça coûte 20 ou 30 € le kilo. Si on l'élève correctement, si on le nourrit bien, si on ne gonfle pas aux hormones, voilà. Et donc, il faut aussi réfléchir à notre mode de vie, mode d'alimentation. Il faut revoir tout ça. Et quand on est étudiant, moi, je pense qu'on peut aussi manger de façon qualitative. Mais par contre, il faut faire plus soi-même. C'est-à-dire, il faut préparer à manger soi-même. Il faut aller voir peut-être les producteurs directement en organisant des circuits courts. Enfin, il faut trouver des astuces de façon à réduire les coûts. Mais on peut quand même... On peut y arriver. Juste une remarque, c'est juste que tout le monde veut accéder à tout. Moi, j'ai pas eu le poulet tous les jours. L'alimentation, quand j'étais jeune, c'était très restreint. Mais aujourd'hui, on peut accéder à une bouffe à peu près plus importante. Tout le monde veut voyager. Tout le monde veut des loisirs. Tout le monde veut... Et ce qui est à peu près logique, vous en conviendrez tous. La plupart des Sauf que tout le monde n'a pas les moyens. Sont de ça, d'ailleurs. Il n'y a pas les moyens. Si tout le monde voulait des livres. Exactement. Ce serait bien. Malheureusement, il y en a moins. N'oublions pas qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens non plus, mais qui ont quand même envie d'accéder à tout. Et il y a des gens qui leur offrent. Sauf qu'il leur offre à des conditions que vous connaissez. Ça s'appelle l'effet de masse. Après, au-delà de ça, je pense qu'au final, c'est toujours pour tout la même politique de l'unité ou politique de l'affrontement. Payer plus cher, moi-même, je vois aucun inconvénient à partir du moment où le prix est honnête, le prix est juste. Si le prestataire vient s'enrichir sur le dos du consommateur parce qu'il se fait une marge énorme en proposant une prestation qui ne mérite pas le coup, là, je dis non.
Et c'est toujours pareil, c'est une question d'état Carrément, d'esprit, non. c'est une question de philosophie, non. c'est une question d'honnêteté, d'intégrité, une question de valeurs, des valeurs que nous n'avons plus, parce qu'on fait prévaloir l'individualisme sur le fait justement de faire ensemble. Donc payer plus, oui, si c'est réellement justifié. Parce que il y a bon nombre de restaurants, par exemple, où on peut payer quelque chose très cher, ça n'a pas de goût, ça n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le restaurateur, oui, mais il y en a beaucoup des comme ça. Parce que le restaurateur cherche à se faire la marge la plus grande possible. Oui, enfin, mais c'est valable pour tout, c'est valable pour les prestataires hôteliers, c'est valable pour tout. Il faut juste faire attention à cette idée de marge énorme, qui est quand même un peu un truc dans certains cas, totalement professionnel. Non, mais des gens qui se font des marges énormes en France, ça se trouve, il faut une lampe de poche. Moi, j'invite Laura à venir sur le parking de Métro qui est le premier distributeur en France pour les restaurateurs et pour l'ensemble des magasins alimentaires, mais surtout pour les restaurateurs. Vous allez voir que sur le parking Métro, il n'y a pas de grosses voitures. C'est des gens qui ont des voitures modestes et contrairement à ce qu'on peut imaginer ou aux idées reçues depuis déjà très longtemps, le restaurateur ne gagne pas beaucoup d'argent comparé au travail qu'il doit fournir et au risque qu'il prend chaque jour. Alors maintenant qu'effectivement, dans un certain nombre de grands groupes qui sont aujourd'hui la propriété de groupes financiers d'ailleurs, ils cherchent à essayer de remettre des marges en place, bon, soit. Mais en même temps, croyez bien qu'aujourd'hui, les restaurateurs ne cherchent pas à tromper leur monde, ils gagnent mal leur vie, et pas que d'ailleurs, parce que dans l'ensemble des boutiques dites de produits alimentaires, ils gagnent mal leur vie aussi. Et là, ce que soulignait Antonin à propos de la malbouffe, c'est la conséquence d'un ensemble de décisions que nous avons prises depuis une trentaine d'années et qui ne vont pas bien. Enfin, moi, je dirais une chose. Aujourd'hui, un cuisinier coûte à une entreprise, grosso modo, 36 000 € par an. Il faut savoir que la moitié de cette somme lui est prise par la collectivité publique. Il n'en touche que 18 000. D'accord? Donc là aussi, il y a un vrai problème. Donc je pense qu'il va falloir que nous abordions le sujet. Hélas, on ne peut pas l'aborder de façon caricaturale. Je pense qu'aujourd'hui, le coût du travail, il est ce qu'il est, mais que les salaires donnés à nos collaboratrices et collaborateurs sont bien trop faibles. Bien sûr. Voilà, eu égard à ce que ça coûte en réalité. Donc il va falloir qu'on rééquilibre tout ça. On ne va pas le faire maintenant, mais donc, je crois que ça fait partie des vrais débats sur lesquels nous aurons à discuter pour projeter nos enfants et nos petits-enfants dans l'avenir. Il va falloir augmenter les prix. Non, il va falloir augmenter les salaires nets. Les salaires, oui, vous allez augmenter les salaires. Non, pas spécialement. Et diminuer les prestations qui vont en face. C'est-à-dire que aujourd'hui, 36 000 € pour un salarié de base ne me paraît pas être une folie, c'est intégré dans nos prix. Par contre, que la moitié de cela lui soit pris par la collectivité publique, non. Mais c'est pas pris par la collectivité. On dirait que c'est pris à fond perdu. Ça va, demain, je ne le souhaite pas, mais une maladie dramatique, j'en vois tous les jours. Des gens qui n'ont pas d'argent, qui se retrouvent et qui touchent 200 € par mois ou 500 € par mois. Demain, ils ont la même maladie que toi, qui est une maladie incurable, une maladie violente, qui nécessite des soins à pratiquement 10 000 € par jour. La société est là. Donc, il ne faut pas penser qu'on les enlève et qu'on les mène à fond perdu. Moi, je connais des gens, j'ai des femmes de ménage qui me disent c'est impressionnant ce que je coûte à la société. On m'a mis des grains d'or dans la tête. On m'a mis on a fait des examens qui coûtent une fortune. J'en reviens pas de ce qu'on fait pour moi. Ouais, on le fait pour toi. Parce que c'est mérité et parce que c'est la collectivité. Et cet argent, il va quelque part. Alors, ces gamins jouent au foot, en plus. On peut peut-être discuter de la manière dont c'est géré, mais j'ai vraiment le sentiment que maintenant, on est en train de faire attention aux notes de frais des uns et des autres. On est en train de faire en sorte que les gaspillages ne soient pas ce qu'ils étaient. Ça bosse. Maintenant, on n'y est pas encore, mais ça bosse dans ce sens-là. Mais de là à dire, allez, on augmente les salaires, on baisse les charges, et pour le coup, tout va bien. Ouais, c'est juste qu'en face, il y a besoin de supporter. Aussi. Alors, on peut débattre, mais débattons du tout. C'est ça. Personne ne dit le contraire. Mais débattons du tout. Bien sûr, on peut débattre du tout. Non, ce qui, oui, vous ne voulez pas dire qu'il faut enlever toutes les charges et que les personnes, voilà. mais que peut-être 50%, c'est beaucoup. Il nous reste à peine 2 minutes. Même pas. Donc, et oui, enfin, donc, je pense qu'on va trapper le sujet sur l'éducation, ou alors en un mot, mais c'est compliqué en un mot. Hein. Est-ce que vous avez... Voilà, le massacre des innocents, c'est le titre de Marianne. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va... Enfin, que c'est le massacre des innocents au collège? Ça a commencé il y a 40 ans. Là, on est à l'apogée. Si ça continue comme ça, on ne fera que des ignorants. Une société vide, sans avenir, sans perspective, sans rien. Il faut arrêter ça. Et qui pourrait être terrorisé par les discours d'Estrosi. Évidemment, parce qu'un culte, parce que ne connaissant pas les choses, parce que n'ayant pas la capacité de les comprendre, c'est terrifiant. En même temps, alors, Najat Vallaud-Belkacem, qui était interviewé sur RTL, disait, mais attendez,
attendez, tout ça, c'est des fantasmes. C'est pas du tout ça, la réforme du collège. On essaye de donner au plus grand nombre ce que ne pouvait avoir qu'un certain nombre de collégiens qui étaient plutôt l'élite, c'est-à-dire apprendre de langue, c'est-à-dire apprendre le latin, etc. On veut le répandre, donner à tout le monde. C'est assez faramineux ce que ose dire cette ministre. C'est-à-dire que avant, on se disait, on a un socle de savoir qui est intéressant, on va faire en sorte que les gens puissent y accéder. Et là, elle a inversé le problème, elle dit, de toute façon, on va baisser le socle de savoir et on va le délivrer à tout le monde. Je veux dire, c'est un abaissement. Elle n'a rien niveau, compris. c'est évident. Mais c'est le nivellement par le bas, mais par le médiocre. Enfin, c'est un scandale absolu. Et c'est pousser les enfants des élites. Oui, ils vont aller dans les boîtes privées. Et puis, il me semble cependant que la langue étrangère a été avancée d'1 an. On apprend plutôt les langues. C'est en 5e au lieu de la 4e. La fin des langues européennes, la fin du grec, la fin du latin, problème, la fin du... Mais ça va? Non, mais je serai là pour m'y opposer quand ça passera. J'ai fait allemand, mais, latin, non, grec, mais c'est et pas je fait, sais combien c'est ça a compté pour ma scolarité. Au détail près que c'est pas passé, c'est en discussion. Non, la réforme des collèges, la réforme des collèges, elle est taxée. Le Haut Conseil des programmes a mis ça en débat et en discussion. Mais le Haut Conseil des programmes, il est très très préoccupé parce qu'il redéfinit par exemple que la natation, c'est le mouvement aquatique dans un milieu aqueux, vertical, peu profond. C'est le déplacement avec un ballon rond de façon verticale. Un référentiel bondissant. Et plonger, c'est traverser l'eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête. Est-ce que c'est pas le buzz? C'est la même chose. C'est fini. C'est les mêmes gens. C'est fini. On en reparlera. Pour aujourd'hui, on se retrouve peut-être dans 3 semaines. Alors on va faire un petit break parce qu'il y a des ponts au mois de mai. Donc on se retrouvera dans 3 semaines. Merci à tous d'avoir suivi cette émission.